Monsieur le Président, merci pour votre invitation, merci pour cette introduction. Mesdames et Messieurs les députés, je suis très heureux de pouvoir représenter l'IFRI devant votre commission et de contribuer à vos travaux. Alors j'ai trois remarques introductives avant un tour d'horizon que je vais essayer de faire de manière synthétique puisque vous m'avez demandé effectivement de traiter un certain nombre de sujets en 15 minutes et ensuite Jean-Pierre Mony aura aussi 15 minutes pour que nous puissions avoir un échange à l'issue de nos deux présentations. En commençant par rappeler que la dernière audition à laquelle j'ai participé dans cette commission date de septembre 2023 et que en un an, effectivement, il y a une impression d'accélération. Le succès des Jeux Olympiques en termes d'image, très important à l'international, marque en réalité, ou masque plutôt, à mon sens, l'accélération de la dégradation de notre environnement stratégique. Au cours de l'année écoulée, qui a été en particulier marquée par le 7 octobre, nous avons une accélération des effets de bord entre conflits. Pour le dire très rapidement, ce qui se passe à Gaza influe sur ce qui se passe dans le Donbass et réciproquement. Je mentionne également les travaux de votre commission et en particulier un rapport que j'ai relu qui date de septembre 2020 qui s'intéressait justement à la conflictualité. J'ai eu l'occasion d'intervenir conjointement avec Manuel Lafont-Rapneau, à l'époque directeur du CAPS. Et quand on relit ce document, je pense qu'un certain nombre de choses avaient été très correctement identifiées par votre commission. Deuxième remarque introductive, c'est que l'analyse, à mon sens, de la conflictualité doit être à la fois géographique, et je consacrerai donc une partie sur 5 focus géographiques, dont le Proche et le Moyen-Orient, mais également chronologique. Et pour ce faire, ce que je vous propose, c'est une sorte de retour en arrière à la séquence 1989-1991, donc il y a 35 ans, puisque à cette époque, dans un laps de temps très court, vous avez eu une transformation très profonde du système international. Et je pense que depuis février 2022, nous sommes dans une séquence aussi de transformation très profonde et très rapide du système international, avec une grande différence. C'est qu'au cours de la séquence 89-91, ces transformations se sont faites au bénéfice des Européens et que les transformations que nous observons depuis février 2022 se font au détriment des Européens. Je rappellerai qu'en 1989, la transformation a commencé par la répression de Tiananmen, qui nous rappelle que la marche vers le capitalisme mondial pour le Parti communiste chinois ne passait pas déjà par la case démocratie. Cette répression de Tiananmen a été suivie par la chute du mur de Berlin, laquelle a permis la réunification de l'Allemagne et la mise en œuvre de l'euro, ainsi que les élargissements successifs à la fois de l'Union européenne et de l'OTAN. Troisième élément de transformation à l'époque, l'annexion du Koweït par l'Irak de Saddam Hussein, qui entraîne la mise en place d'une coalition internationale sous mandat des Nations Unies, avec 2 pays qui s'opposent à cette coalition internationale conduite par les États-Unis, le Yémen et le Cuba, et un pays qui s'abstient, la République populaire de Chine. Quatrième élément de transformation à l'époque, la déclaration d'indépendance de l'Ukraine en décembre 1991, qui scelle le sort de l'URSS et entraîne son effondrement. Et donc ces transformations, quand on les regarde avec le recul chronologique que je vous propose, on voit qu'elles ont été globalement bénéfiques aux Européens. Ce n'est plus le cas avec la février 2022. Février 2022 marque non pas le début de la guerre d'Ukraine, cette guerre a commencé en 2014 par l'annexion de la Crimée, mais elle aboutit à une invasion de grande ampleur d'un territoire, le territoire ukrainien, par la Fédération de Russie, ce qui entraîne une perte pour l'Europe, comprise au sens large, Russie incluse, de sa stabilité stratégique. Et que cela entraîne par ailleurs, à mon sens, une accélération de la provincialisation de l'Europe, là aussi comprise au sens large, à l'échelle globale. Le tout avec un arrière-plan nucléaire sur lequel, je pense, Jean-Pierre reviendra, et sur lequel j'essaierai de faire un point. Troisième point d'introduction, c'est que nous sommes face, à mon sens, à un recentrage des enjeux de sécurité sur l'Europe, en ayant conscience qu'il faut prendre en compte l'interaction des théâtres que je mentionnais, ainsi que les enjeux globaux sur lesquels j'essaierai de m'exprimer dans la deuxième partie de mon exposé.
Rappelez que nous venons de subir un choc énergétique extrêmement brutal, avec un surcoût à l'échelle de l'Union européenne entre 2021 et 2024 de 400 milliards d'euros par rapport aux 4 années précédentes. Et que, comme vous le savez probablement, les états-majors européens travaillent désormais sur l'hypothèse d'un affrontement majeur à horizon 2027-2029. Cela conduit à 2 questions, à mon sens, sur la singularité de notre pays, qui est souvent revendiquée par ses dirigeants politiques, quelle que soit leur couleur. Quelle est la singularité économique de la France dans la lente agonie, pour citer le rapport Draghi? Au fond, quel est aujourd'hui l'état du modèle économique français par rapport à celui du modèle économique de l'Union européenne? Et deuxième question, quelle est la singularité militaire de la France dans la perspective d'un engagement majeur qui, évidemment, ne peut s'envisager que dans un cadre d'alliance et de coalition? Alors, ça me conduit à un focus géographique avec l'ordre de priorité qui est le mien. Vous m'avez demandé, Monsieur le Président, effectivement, de porter attention, compte tenu de l'actualité, à la situation proche et au Moyen-Orient. Mais je vais néanmoins commencer par la guerre d'Ukraine, parce que je considère qu'en termes de sécurité européenne, c'est et ça reste la question principale. Nous sommes, comme je le disais, à 10 ans de guerre. Les efforts diplomatiques franco-allemands n'ont pas contenu le néo-impérialisme de Vladimir Poutine. La surprise stratégique n'est pas l'agression de l'Ukraine par la Russie. Elle était lisible en suivant l'évolution idéologique de la Russie de Vladimir Poutine depuis 2012 et la répression de Bolotnaïa. La surprise stratégique, c'est la résistance ukrainienne, qui, en dépit à la fois du choc subi et du soutien aléatoire dont elle bénéficie, tient. Nous sommes face à une double asymétrie en ce qui concerne la Russie et l'Ukraine. D'abord, évidemment, une asymétrie de profondeur stratégique au détriment de l'Ukraine et aussi de potentiel humain. Nous sommes face à une guerre à la fois très archaïque et futuriste, une guerre d'attrition avec des taux de perte extrêmement élevés de part et d'autre. Première asymétrie. Et asymétrie de volonté. La jeunesse russe ne se précipite pas pour recoloniser le Donbass. Et les Ukrainiens savent pourquoi ils se battent. Ils ont très bien compris que le projet de Vladimir Poutine est leur asservissement. Deuxième théâtre, le Proche et le Moyen-Orient. Le 7 octobre a eu 2 effets immédiats. D'abord, la résurgence de la question palestinienne qui avait été sédimentée sous l'action conjointe de la diplomatie israélienne, mais également des diplomaties occidentales et celles des pays du Golfe. Et deuxième élément, la fin du mythe de la sanctuarisation d'Israël. Nous sommes donc aujourd'hui dans une situation où, face au terrorisme militarisé du Hamas, Tsahal a répondu avec la férocité que l'on sait, au prix de pertes civiles très élevées. Ce qu'il faut noter, c'est la passivité de l'ensemble de la communauté internationale, avec une absence de coalition contre Israël, d'une certaine manière, qui aujourd'hui conduit son action sans limite. La séquence, à mon avis, a été profondément changée en avril 2024 par les bombardements iraniens sur le territoire israélien et évidemment accélération du conflit depuis septembre 2024. Si Israël était visiblement sous-informé ou sous-renseigné concernant le Hamas, Israël montre son degré de pénétration du Hezbollah avec la décapitation en cours et la réaction iranienne en termes de bombardement. La question, c'est sommes-nous face à une sorte de moment néoconservateur aujourd'hui de la part d'Israël dans sa volonté de remodeler le Moyen-Orient? Point de contact entre le théâtre ukrainien et le Proche et le Moyen-Orient, sur lequel je voudrais attirer votre attention, c'est évidemment la situation au Caucase, avec une situation qui reste évidemment, qui s'est améliorée en termes diplomatiques entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, mais qui reste très tendue, et la trajectoire prise par la Géorgie. Troisième focus, je dirais les Afriques, et pas l'Afrique, comme on le dit souvent, avec évidemment des enjeux de sécurité humaine et économique et des enjeux démographiques sur lesquels votre commission a aussi beaucoup travaillé précédemment. Nécessaire de distinguer les sous-ensembles. Vous mentionniez, Monsieur le Président, dans votre introduction, la guerre du Soudan. Il faut évidemment aussi constater la dégradation de la sécurité au Sahel après le retrait de nos forces.
Globalement, à quelques exceptions près, nous avons des régimes africains qui sortent d'une double logique de tentative de démocratisation et de conditionnalité politique. Nous avons un dispositif militaire désormais qui va être réduit en Afrique pour les raisons de théâtre, mais surtout pour la nécessaire bascule vers le théâtre européen. Quatrième focus, l'Indo-Pacifique, ou pour le dire autrement, peut-être ce qu'il y a à l'est de Suez, avec plusieurs situations à mentionner. Tout d'abord, la situation en mer Rouge et dans le golfe d'Aden. Depuis novembre 2023, les Houthis au Yémen ont conduit 96 attaques contre des bâtiments navigants dans la zone. Il y a une focalisation très forte, si on va plus loin, évidemment, dans l'Indo-Pacifique, sur la situation à Taïwan, qui, à mon avis, masque la dégradation de la relation sino-philippine. Beaucoup de choses se jouent en mer de Chine actuellement, sans forcément qu'on y prête attention. La liberté de circulation maritime, d'une part, les ambitions territoriales chinoises, d'autre part, et enfin, la crédibilité ou la volonté des États-Unis de maintenir leur système d'alliance dans la zone. Autre élément très important, la péninsule coréenne, avec le fait que la Corée du Nord, en moins d'une génération, est devenue une puissance nucléaire et balistique à part entière. Et que la Corée du Nord, l'Iran et la Russie sont désormais dans une entente militaire en Ukraine, ce qui fait des deux pays, Iran, Corée du Nord, à certains égards, des acteurs indirects de la sécurité européenne, tout comme la Chine qui soutient politiquement la Russie en Ukraine. Cinquième focus, le territoire national. Je crois qu'il faut souligner le succès des Jeux Olympiques. Je suis très frappé de l'écho rencontré et ça a été un écho international très important. En termes de sécurité et de défense, comme vous le savez probablement, selon le procureur du parquet antiterroriste, 3 attentats ont été déjoués pendant la période des Jeux Olympiques. Selon Viginum, 43 manœuvres informationnelles ont été déjouées entre avril 2023 et septembre 2024, attribuées à la Russie, à l'Azerbaïdjan, à l'Iran et à la Chine. Deuxième volet de cette présentation très rapide, la toile de fond, c'est-à-dire, à mon sens, l'effort que nous devons toujours essayer de faire de considérer des questions beaucoup plus globales quand on s'intéresse aux questions strictement militaires ou de défense. Premièrement, la toile de fond financière. Alors, Président, rappelez que vous êtes en période budgétaire, donc je ne vais pas insister en ce qui concerne la situation financière de notre pays, mais peut-être souligner 2 tendances plus macro, à mon sens, importantes à relever. Premier élément, les BRICS+, donc les BRICS et les 5 pays qui ont rejoint les BRICS, Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis, Iran, Éthiopie et Égypte, ne veulent pas être accusés de créer des chocs de marché, mais veulent réduire leur dépendance à l'infrastructure dollar. Quand je parle d'infrastructure dollar, c'est à la fois l'usage du dollar, mais l'ensemble des mécanismes financiers qui soutiennent l'usage du dollar. Cela ne signifie pas un remplacement du dollar par le yuan, comme on le lit souvent, mais des stratégies de diversification de devises et des achats d'or pour, là aussi, diversifier les réserves. Deuxième élément financier à avoir à l'esprit, en 2007, la capitalisation boursière des États-Unis était 2 fois la capitalisation boursière de la Chine. En 2023, c'est 5 fois la capitalisation boursière de la Chine. En 2024, la capitalisation boursière du marché des actions américain est l'équivalent des 10 capitalisations boursières suivantes. Au fond, on a un parallèle qu'on peut faire entre le niveau de dépenses militaires américaines et son poids sur les marchés financiers internationaux. Deuxième arrière-plan, l'arrière-plan énergie-climat. Là aussi, je n'ai pas le temps, alors qu'il faudrait y consacrer une séance spécifique, mais d'insister sur l'accélération de la dégradation environnementale dans ces 3 composantes principales que sont le réchauffement climatique, la perte de la biodiversité et les pollutions. Nous allons aboutir en 2025 aux 10 ans des ODD, des objectifs de développement durable, des 17 objectifs. Sur un tiers de ces objectifs, nous sommes sur une situation dégradée par rapport à 2015. En ce qui concerne l'Europe, la situation énergétique que je mentionnais, le choc en fait, énergétique que nous venons de subir. La période 2015-2021 s'est caractérisée par une période de sous-investissement énergétique sur laquelle s'est greffé d'une part les effets de la guerre d'Ukraine et d'autre part l'état de notre parc nucléaire.
En matière énergétique, quelles que soient les options ou les scénarios, quelle que soit l'importance que l'on accorde à la transition énergétique, nous sommes de toutes les manières devant un mur d'investissement. Troisième arrière-plan, et je finirai par là, l'arrière-plan diplomatique. Au fond, on a l'impression d'une géographie qui se resserre autour d'ensembles fluides, mais néanmoins aux frontières plus ou moins marquées selon les sujets que l'on observe. D'un côté, le G7, qui, à mon avis, masque la tension transatlantique et le décrochage de l'Union européenne en termes économiques et technologiques par rapport aux États-Unis. Et de l'autre, les BRICS+, qui sont travaillés par deux lignes. Une ligne résolument anti-occidentale incarnée par la Russie et l'Iran et dans une moindre mesure par la Chine, et une ligne dite du multi-alignement incarnée par l'Inde et le Brésil, d'une certaine manière l'Arabie saoudite. Évidemment, cet arrière-plan ne résume pas l'ensemble du jeu international, mais c'est par ce prisme, puisque désormais on parle de plus en plus de Sud global ou de Sud transactionnel, qu'un certain nombre de décisions ou de postures diplomatiques sont analysées. Alors, Monsieur le Président, je conclurai pour respecter le temps avec une question au fond assez simple. Est-ce que la France et l'Europe, au regard de la dégradation rapide de leur environnement stratégique, sont prêtes à prendre plus de responsabilités pour leur défense et leur sécurité? Et une partie de la réponse vous appartient, mesdames et messieurs les députés. Merci beaucoup, Monsieur Gomard.